Nina ne s'attendait absolument pas à ce que sa vie bascule en quelques secondes entre le bip monotone d'une caisse de supermarché et l'odeur fade du carton humide dans une arrière-boutique. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier de travail. Elle essuya machinalement ses mains moites sur ses collants rêches, prit l'appareil et lut le message. Une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, parce que son esprit refusait d'y croire. Son grand-père, Ivan Petrovitch Sokolov, venait de mourir. Et selon son testament, il lui laissait en héritage une maison dans le village de Lipovka, au bord de la rivière. À cet instant précis, tout le bruit du magasin sembla s'éloigner. Les roues grinçantes des chariots, les enfants qui pleurnichaient, les scanners qui bipaient sans fin, tout se brouilla. Assise sur une caisse poussiéreuse dans la réserve sombre qui sentait les produits ménagers et le papier humide, Nina sentit ses mains trembler au point de presque laisser tomber son téléphone. Son grand-père. Ce mot réveilla en elle un monde entier qu'elle croyait enterré, des souvenirs flous, comme une vieille pellicule abîmée. Elle se revit enfant, agrippée à son dos puissant qui sentait le tabac et la rivière, pendant qu'il l'emmenait à la pêche. Elle se revit dans le potager, l'entendant lui dire, d'une voix grave et douce, « Mets les pommes de terre germent vers le haut, Nina, toujours vers le soleil. » Elle se souvint de lui sur le perron, les yeux plissés par la lumière, murmurant avec une tendresse immense, « Toi, ma petite fille, tu es ma joie. » Et puis, plus rien. Plus rien parce qu'un jour sa mère avait tranché, froidement, brutalement. Il nous a abandonnés. Oublie-le. Alors Nina avait obéi. Ou plutôt, elle avait fait semblant d'oublier, comme on enterre un chagrin trop grand pour une enfant. Pendant 20 ans, elle avait vécu comme si cet homme n'avait jamais existé. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose n'avait jamais cessé de lui appartenir. Le soir, quand elle rentra chez elle, trempée par la pluie, son mari Andreï était assis à la cuisine, penché sur son assiette, avalant sa soupe sans même lever les yeux. Nina enleva sa veste, resta quelques secondes debout, puis dit doucement « Son grand-père était mort, et il lui avait laissé une maison, à Lipovka. » Andreï posa sa cuillère. Mais son visage ne montra ni tristesse, ni surprise, ni compassion. Seulement un intérêt froid, immédiat, pratique. Il demanda où c'était, si c'était loin, combien il y avait de terrain. 2 heures en train, répondit Nina. Alors il lâcha, comme une évidence. Parfait, on la vendra. Avec ça, on pourra enfin faire l'apport pour le crédit immobilier. Nina resta figée, une tasse à la main. Elle le regarda. C'est ma maison, dit-elle lentement, en appuyant sur le mot « ma ». Andreï releva enfin les yeux vers elle, et dans son regard, il n'y avait aucune chaleur. « Comment ça, ta maison? Tu es ma femme, donc ce qui est à toi est à nous. Tu aurais oublié ?» Nina ne répondit pas. Elle savait qu'avec lui, discuter revenait à frapper un mur jusqu'au sang. Le lendemain, comme chaque dimanche, ils allèrent déjeuner chez la mère d'Andreï. Raïssa Stepanovna était de ces femmes qui prennent toute la place dans une pièce avant même de parler. Massive, autoritaire, sûre d'elle. Elle régnait sur sa petite cuisine comme sur un royaume. L'odeur du borsch, du chou bouilli et de la crème aigre remplissait l'air. À peine Andreï eut-il commencé à manger qu'elle demanda, avec cette avidité mal dissimulée qui ressemblait à de la curiosité familiale. « Alors, raconte, quel héritage est tombé sur notre famille ?» Andreï répondit sans détour. « Une maison à la campagne, qu'il vendrait probablement. » Mais à peine avait-il prononcé cela que Raïssa s'exclama « La vendre? Mais vous êtes fou! Lipovka, je connais! Il y a de l'air pur, une rivière, un jardin. C'est exactement ce qu'il me faut. Moi, j'irai y vivre. Pour l'été. Ou même, définitivement. » Andreï approuva immédiatement, comme si cela allait de soi. « Maman a raison, Nina. L'air de la campagne lui ferait du bien. » Et là, quelque chose de glaçant se produisit. On parlait de la maison de Nina, de son héritage, de son grand-père, comme si elle n'existait déjà plus dans la conversation, comme si sa voix n'était pas requise, comme si sa seule fonction était de signer les papiers. Raïssa se tourna vers elle,
avec un sourire collant, insistant, presque mielleux. « Tu ne vas pas refuser ça à une vieille femme, quand même? Nous sommes une famille. Dans une famille, on s'entraide. » Nina, elle, remuait lentement son thé refroidi. Son fils Dima dessinait près de la fenêtre, silencieux, mais elle sentait ses regards furtifs, inquiets. Elle répondit calmement qu'elle n'avait encore rien finalisé. Mais Raïssa continua à parler comme si tout était déjà décidé. Plus tard, de retour à la maison, Andrei demanda sèchement « Alors, tu as réfléchi ?» Nina répondit « Oui, j'ai réfléchi. Je ne vendrai pas la maison. » Le verre de kéfir qu'il tenait heurta la table si fort que le liquide gicla. « Tu es folle? On a besoin d'un appartement. » Nina inspira profondément. « C'est la dernière chose qu'il me reste de mon grand-père. » Il ricana alors d'un air méchant. « Dans ce cas, maman y vivra. Elle a déjà commencé à s'organiser. » Nina leva les yeux vers lui et demanda simplement « Est-ce que quelqu'un m'a demandé mon avis ?» Il répondit comme si la question était absurde. « Aider ma mère, c'est sacré. » Et c'est là que Nina prononça les deux mots qu'on ne l'avait jamais entendu dire avec cette fermeté. « Je refuse. » Le silence qui suivit fut lourd, violent. Andrei resta un instant figé, presque choqué. Il n'était pas habitué à voir sa femme poser une limite. Puis il partit allumer la télévision à plein volume, comme pour écraser cette voix nouvelle qui venait enfin de naître. Mais les jours suivants, la pression monta encore d'un cran. Une semaine plus tard, Raïssa débarqua sans prévenir, en plein après-midi, comme si l'appartement lui appartenait déjà. Elle entra, posa sur la table une simple vieille cahier, quadrillé soigneusement recouvert de plastique transparent, s'assit comme une propriétaire, inspectant ses lieux, et déclara joyeusement qu'il fallait avancer. Dans son cahier, il y avait déjà tout. La liste des travaux, le type de baignoire qu'elle voulait installer, la gazinière à acheter, le linoléum pour le sol, et même le plan détaillé du potager. Les pommes de terre ici, les choux au centre, les concombres le long du mur. Elle parlait sans s'arrêter, projetant son futur dans cette maison comme si Nina n'en était que le guichet administratif. Nina resta debout près de la bouilloire, le dos tendu, puis répéta d'une voix basse. Elle n'avait pas encore signé. Raïssa sourit. « Tu signeras. Tu ne vas pas dire non à une vieille femme qui a besoin d'air pur. Tu ne veux pas que je meure étouffé en ville, n'est-ce pas ?» Dima sortit alors timidement de sa chambre, attiré par la voix de sa grand-mère. Il essaya de dire qu'il se souvenait un peu de cette maison, qu'il y avait été petit, qu'il se rappelait peu, être son arrière-grand-père. Mais Raïssa l'interrompit aussitôt, sans même le regarder, pour lui expliquer qu'il viendrait l'aider au jardin, parce qu'un grand terrain demandait des bras solides. Le visage du garçon se ferma. Il retourna en silence dans sa chambre. Ce petit détail fendit le cœur de Nina. Même son fils était déjà absorbé, instrumentalisé, déplacé dans les plans des autres. Le soir, Andrei rentra tendu, énervé, et demanda encore « Alors, tu t'es entendu avec maman ?» Nina répondit qu'elle avait surtout constaté que sa mère avait tout prévu jusqu'aux carottes dans les plates-bandes. Andrei haussa les épaules. « Tant mieux, elle a de l'expérience. » Nina demanda encore « Et moi ? Quelqu'un me demande ce que je veux ?» Cette fois, il ne prit même plus la peine de dissimuler son irritation. « Pourquoi est-ce que tu répètes toujours la même chose ? C'est ma mère. » Nina le fixa et répondit « Oui. Et moi, je dis non. » Le lendemain, Raïssa revint encore, comme si c'était désormais un travail à plein temps. Elle apporta un filet de pommes de terre ridées et des oignons germés, en annonçant fièrement que ce serait pour le potager. Puis, sans même se déchausser, elle entra dans la chambre de Nina et Andrei ouvrit l'armoire, désigna une étagère en expliquant où elle mettrait sa valise et sortit même de son sac une paire de vieux chaussons usés qu'elle posa ostensiblement du côté du lit de Nina, comme un drapeau planté sur un territoire conquis. Nina resta dans l'embrasure de la porte, immobile. Elle regardait ses chaussons sur son sol, près de son lit, sur sa place, et quelque chose en elle se brisa pour de bon. Le soir, Andrei lança son ultimatum. Son visage était sombre, fermé.
Alors, dernière fois, tu acceptes ou pas? Nina répondit, je n'abandonnerai pas cette maison, ni pour la vendre, ni pour en faire une résidence pour ta mère. Il se leva d'un bond. Dans ce cas, je pars. Nina le regarda droit dans les yeux. Pars. Il vacilla presque, surpris qu'elle ne le supplie pas. Alors il frappa plus fort. Et j'emmène Dima avec moi. Nina se redressa. Sa voix devint glaciale, ferme, inébranlable. Non, Dima reste avec moi. 1 minute plus tard, Andrei sortit avec un sac de voyage, annonçant qu'il allait chez sa mère. La porte claqua si fort que les vitres tremblèrent. Mais cette fois, ce ne fut pas Nina qui trembla. Quelques jours plus tard, elle partit seule pour Lipovka. Le trajet dura 2 heures, entre champs d'automne, forêt grise, petite maison penchée, ciel bas, personne ne l'appela. Ni Andrei, ni Raïssa. Comme si, pour eux, elle n'existait plus depuis qu'elle avait cessé d'obéir. La maison se trouvait à l'extrémité du village, tout près de la rivière. Elle était grise, fatiguée, avec une peinture écaillée autour des fenêtres, une cour envahie par les herbes hautes, un portail qui grinça comme une vieille plainte lorsqu'elle l'ouvrit. En entrant, Nina sentit une odeur de poussière, de bois ancien, de temps arrêté, mais aussi quelque chose de profondément familier, quelque chose qui venait directement de son enfance. La maison semblait attendre, comme si son grand-père était simplement sorti pour quelques minutes. Le vieux poêle russe était toujours là, la grande table en chêne avec sa fissure au milieu, le lit de fer, et sous ce lit, un coffre cerclé de métal. Nina s'agenouilla et ouvrit le coffre. À l'intérieur, il y avait des foulards brodés, des photos jaunies, une boîte de boutons et, au milieu de tout cela, une liasse de lettres liées par une ficelle. Elle reconnut immédiatement l'écriture sur les enveloppes. C'était celle de sa mère. Le cœur battant, elle en ouvrit une, puis une autre encore. Et ligne après ligne, la vérité éclata avec une cruauté silencieuse. Son grand-père ne l'avait jamais abandonnée. C'était sa mère qui avait coupé les liens. C'était elle qui avait interdit à Nina d'écrire. Elle qui avait décidé, seule, que l'enfant oublierait. Elle qui avait choisi à sa place ce qui serait mieux. Les lettres parlaient de regret, de culpabilité, de la petite Nina qui pleurait la nuit, de ce père qui attendait des nouvelles de sa petite fille unique sans jamais cesser de l'aimer. Assise sur le sol poussiéreux, la liasse contre sa poitrine, Nina pleura. Pas de colère, pas même de haine. Juste cette douleur immense, tardive, irréparable, de découvrir trop tard qu'on avait été aimé tout ce temps. Il ne l'avait pas abandonnée, il l'avait attendue.